Bien, bonjour. Vous m'entendez bien? Oui? Alors nous sommes très heureux, Alireza Shojayan et moi-même, de vous retrouver aujourd'hui à Art Paris pour une session que nous avons convenu d'appeler Iran, peindre les corps à l'écart des censures. C'est une prise de parole qui sera une prise de parole critique et scientifique, bien sûr, mais c'est une prise de parole aujourd'hui qui est fatalement et nécessairement et fatalement engagée à l'ombre de la guerre folle qui tue, qui détruit et qui réprime actuellement. Nous allons organiser cette rencontre de manière solaire toutefois, et donc nous avons la chance de la faire ici à Art Paris et de pouvoir l'organiser véritablement en terrain situé, in situ, c'est-à-dire à la fois devant l'image des œuvres d'Alireza qui défilent derrière nous, tout ensemble philosophique, psychanalytique, poétique et politique, et que l'on pourra retrouver sur le stand de la galerie Bendana Pinel en chair et en os tout à l'heure, galerie Bendana Pinel qui représente donc Alireza Shojayan, donc à la fois devant l'image des œuvres et à la fois à la lumière de mon livre qui est paru la semaine dernière aux éditions Jacques André dans ma collection Dans le silence de l'atelier, et que j'ai choisi d'intituler Alireza Shojayan, masculinité persane, chrome zégraphe. Alors, je vous propose que nous organisions, qu'on ordonne ou qu'on essaye d'assembler l'échange d'aujourd'hui en trois parties. Premièrement, très rapidement, je vais faire une mise en perspective du travail d'Alireza. J'y reviens dans une seconde. Deuxièmement, Alireza fera une présentation dans le temps long et aussi sur les changements récents qu'il a opérés dans son travail. Présentation au jeu directement de son travail créateur, à la fois de ses conditions de création, des enjeux et des perspectives de ce travail. Et puis troisièmement, on sera très content si on arrive à se débrouiller avec les micros, donc de répondre à vos questions et puis de vous retrouver à partir de 18h sur le stand de la galerie pour poursuivre l'échange et aussi donc pour assurer la signature du livre. D'abord, ma prise de parole, avant que je ne cède la parole à Alireza et on dialoguera tous les deux sur un certain nombre de points, je propose que cette prise de parole ouvrante s'organise de la manière suivante. Elle est importante parce qu'elle permet de contextualiser les choses et de dire et d'expliquer d'où je parle et comment je le fais. C'est la raison pour laquelle je dirais un mot sur mon travail de recherche, un mot sur les circonstances de notre rencontre que je raconte dans le livre, et un mot en synthèse, pas trop essentialisante je l'espère, sur les éclats, les éclairs qui m'ont transpercé lorsque mon regard a rencontré les lumières, les ombres aussi du travail d'Alireza. Très rapidement, donc, je me présente. Je m'appelle Agnès Calu, donc je suis historienne et philosophe de l'art à l'École des hautes études en sciences sociales, dans un laboratoire d'anthropologie politique qui s'appelle le LAP. Et depuis environ 5 ans, la question qui m'intéresse est la suivante, c'est que fait l'art au contemporain politique et qu'est-ce que le politique, qu'est-ce que la politique et qu'est-ce que les effets de politisation font à l'art quand il est acté au contemporain. Ce qui fait que pour cela, j'organise les choses de 3 manières. Premièrement, je réfléchis le contemporain, toujours dans les cendres de Saint-Augustin, un contemporain comme la mémoire des choses passées et l'attente des choses à venir, mais dans une veine plus philosophique, plus anthropologique, le contemporain aussi comme un espace de conflit, un espace d'écart, un espace de jonction, mais de déjonction aussi, un espace d'incertitude, un espace d'expérience de l'irréductible. Deuxièmement, plutôt que de travailler simplement avec les outils de la philosophie ou les outils de l'histoire, j'essaye de mettre en place une démarche interdisciplinaire qui me paraît en tout cas bienvenue pour travailler ce type de questions dans la mesure où ça met en place une démarche intégrative, optimale, progressiste, positive aussi en termes scientifiques, exploratoires et empiriques.
Et troisièmement, dans le cadre de mon projet de recherche actuel qui s'intitule Anthropologie des corps artistiques, sciences et émotions, j'explore 2 sujets. D'abord, je réfléchis l'amont de la création, c'est-à-dire tel qu'il se joue dans le studio des artistes ou tel qu'il apparaît sous les lignes primitives du dessin. Et ensuite, je réfléchis dans les cendres du philosophe Merleau-Ponty à la question du corps, de la peau, de la chair des images, dans l'art et dans la littérature. Et le travail d'Ali Reza, par définition, il se déploie, pourrait-on dire, comme collé en plein au point cardinal de mes recherches, entre ce plaisir au dessin qui est le mien et toutes les interrogations multiplexes que j'essaye de conduire sur les corporéités qui sont complexes de tous les corps pluriels contemporains qui nous environnent. Je vous propose donc très rapidement de raconter comment nous nous sommes rencontrés, Ali Reza et moi, ce qui me permettra ensuite de poser donc 3 encoches sur lesquelles nous allons organiser notre discussion. Je rappelle comment nous nous sommes rencontrés il y a 1 an, Ali Reza et moi. Quand en mars 2025, je me rendis à la galerie Ami Bendana Pinel, accueillie par les colosses orange, or et turquoise d'Ali Reza Shojayan, le souvenir de mes lectures des 1001 nuits d'emblée remonta à la surface. J'imaginais même sentir les parfums entêtants de l'Orient et poussais les portes du studio où m'attendait Ali Reza. Timide et chaleureux, silencieux et intarissable, Ali m'offrit un premier visage attentif et sérieux. Mais l'instant d'après, nous fîmes connaissance dans la chaleur soudaine de l'empathie, celle qui réjouit en même temps qu'une seconde elle serre le cœur, tant les horizons d'attente, les murs font trembler. Immédiatement fiévreuse, je posais ma passion pour la Perse, l'Iran et ses imaginaires. Je racontais comment mon père, historien de l'Antiquité tardive et archéologue lui-même, m'avait initié à l'Iran, la culture de son art miniaturisé en signes aux allures de pseudo-hiéroglyphes, les langages de sa littérature mystique comme philosophique, le miracle de ses jardins, patios et fontaines, créant d'improbables îlots de poésie verte dans l'orbe secrète du désert. Je poursuivais en comptant mon enthousiasme dévorant pour la géopolitique de la région et la joie d'entendre les odyssées terribles, joyeuses aussi, de mes amis et camarades, iraniens, libanais, israéliens ou syriens. Chez moi, autour de la grande table des savoirs, chacun raconte les années 80-90 et comment, éprouvant la diaspora, installés dans des allers-retours, sans retour parfois, exilés sur place laissés, ils et elles témoignent d'un Orient aussi brutal qu'il enchante, luxuriant d'érétismes esthétiques et combattants. Combien de fois je leur dis que j'avais leur terrain de connaissance et de naissance les exposant au savoir de leur civilisation hors ligne. Combien de fois ils et elles me répondirent que depuis Paris, j'enjolivais leur vie rêvée, informée des désastres, mais exaltée toujours devant leur fiction légendaire commune. Avec Ali, je témoignais de mes admirations persanes et nous entamâmes une conversation d'ores et déjà d'amitié. Il y a 1 an, je me dis qu'Ali Reza adoptait un régime discursif, où partout pointait la sincérité, les tristesses et les envies. J'aimais tout de suite la tonalité de sa voix, chantante et mélancolique, posant au centre de son récit une identité narrative en schisme, qu'en déclinée en couple oppositionnel, fascination-répulsion, savant vernaculaire, Orient-Occident, héros-amant, beau, laid, Beyrouth, Paris, Téhéran, le monde. Écoutant Ali Reza devenu Gabriel, je suivais le fil d'une vie de curiosité et d'apprentissage, de rupture et de désir secret rendu public, la main au dessin. Chaque fois, la culture nietzschéenne y est associée à la connaissance pour la création. Chaque fois, les décors d'une vie intellectuelle, calme et casanière, sont propices à l'éclosion de l'alter, représenté sur la grande feuille, tel un titan amusé, venant doucement s'allonger sur la méridienne couleur de soleil, devant les rayons d'une bibliothèque idéale.
Dans ces dessins tableaux, jamais de martyrs sanguinaires, toujours des hommes aimés, un instant prenant la pause dans un quotidien pop and nude, où l'amour transfigure le geste à l'estuaire de l'art et de la vie. Alors maintenant, mon adresse à Ali Reza pour reposer les cadres et nous entamons la discussion depuis cette adresse-là. Cher Ali Reza, je rappelle que tu es né à Téhéran en 1988. Je rappelle que la figure du héros martyr, celui qui lutte notamment contre l'Irak avec sa force virile et en versant son sang pour le régime, est omniprésente et dans ton réel et dans tes imaginaires. Je rappelle que tu tombes psychiquement, émotionnellement en amour de ces jeunes martyrs, manière de blasphème implicite initiale. Alors tu t'éloignes d'un Dieu qui appelle la guerre, le sacrifice et la mort. Alors tu organises le transfert psychanalytique de ces hommes dans un utopos où soudain, ils sont beaux, ils sont tranquilles, ils sont immortels. Tu entres en dessin et le dessin devient le sanctuaire esthétique pour le dépliement, le déploiement de ton moi. Tu vis à Téhéran, monde en schisme, où étudiant l'art, tu es le témoin oculaire, auriculaire des violences, et tu ressens la complexité, les multiplexités de la révolution culturelle iranienne, qui partout efface, partout interdit, partout censure. Puis tu pars à Beyrouth, faire l'expérience de la liberté. Et Beyrouth, c'est enfin la liberté, mais c'est aussi l'exil, le champ de solitude dont parle Gaëtan Picon dans son beau grand roman philosophique. Puis c'est la France et Paris, en 2019. Et ici, là, tu fais l'expérimentation de l'expérience culturelle française, celle qui n'empêche pas toujours, mais qui, d'une certaine manière, met en place aussi des mécaniques d'une censure qui est biaisée, plus hypocrite, plus bourgeoise, sans doute. Alors je propose de poser 3 points qui vont nous permettre d'engager la discussion. Je vais rappeler le cadre, je vais revenir sur le motif et je vais m'arrêter une seconde sur ton style. Tout tombe. Le cadre, c'est le multiculturalisme de ton travail, qui est issu de la tierce géographique civilisationnelle, Téhéran, Beyrouth, Paris. Et ce cadre, en fait, il compose par strate et à la manière d'un palimpseste les contours de ton musée imaginaire. À l'inverse de ce qu'on pourrait imaginer, il y a d'abord le grand bassin iconographique occidental. Ensuite, à rebours, il y a la découverte que tu fais des miniatures persanes. Et enfin, il y a cette jonction Orient-Occident, Occident-Orient, qui est comme coupée en oblique par la culture queer. Mais pas exactement la culture queer, plutôt l'identité queer, celle de la liberté, à l'opposé d'un communautarisme, mais promouvant tout au contraire l'ouverture en faveur d'identités narratives, celle dont parle Ricoeur, des identités narratives masculines, non hétéronormées, non hétéronormatives. Donc à l'intérieur d'un triangle, Téhéran, Beyrouth, Paris, eh bien, se dévoile, apparaît une seconde tierce passionnante, l'Orient, l'Occident et aussi ce diptyque identitaire qui est institué sous ton patronyme duel, Ali Reza dit Gabriel, Gabriel dit Ali Reza. Concernant le motif de ton travail, là encore une tierce. Je suis un petit peu obsédée par le rythme ternaire, mais ça marche bien. Je vois le masculin, je vois les masculinités, je vois les hommes. Les 3 notions s'appellent, elles s'augmentent, elles dialoguent. Je vois ton père, issu du Shahnameh. Je te vois toi-même, qui t'auto-portraiture tous les 5 ans. Et puis, sous nos yeux ébahis, défilent tous les hommes, tes hommes, des amis, des modèles, des camarades, des travailleurs du sexe, des hétérosexuels, des gays. Tous figures majuscules quand tu fais éclater la capsule de la microbulle de la miniature persane pour créer des formats géants, presque fresquistes. Tu fais un petit peu différemment depuis très peu de temps, on en reparle dans une seconde.
Là, dans ton travail, tous les stéréotypes de classe sont cassés. Ceux qui d'ordinaire sont assignés à la marge illuminent le centre, dans la monumentalité frontale d'une mise à plat qui est cinématographique, d'un film dont soudain tes hommes sont les héros. On comprend très bien ton processus de création, on va y revenir dans la discussion. 1, la pose du modèle. 2, toi qui photographies le modèle. Et 3, l'élaboration du dessin a posteriori. Ici, les hommes, tes hommes, jamais ne sont martyrs, c'est tout le contraire. Ils sont libres, ils consentent, ils s'abandonnent, ils songent, les yeux fermés comme Bachelard, ils s'héroïsent en positivité, loin des soldats de Dieu kamikazes aux mains couvertes de sang, le fusil à l'épaule. Ils sont tranquilles, dans une contemplation à la Wittgenstein. Ils ne sont pas du tout érotisés. C'est l'enfermement d'une culture de la censure tenace qui voudrait les y réduire. C'est tout le contraire. Ils sont tranquilles, apaisés, ils lâchent prise. Ils sont victorieux selon les codes tout ensemble d'une esthétique du lait, je pense à Rosenkrantz, comme d'une esthétique de la beauté ordinaire, celle qui fait chavirer quand elle expose les corps affectés, les corps vécus, qui présentent une chair merleau-pontienne, joyeuse, sereine, studieuse, rêveuse, alanguie, amicale, amoureuse, affectueuse. Une chair en un mot qui est là, merveilleuse et heureuse. Je termine sur le style. Dans ton travail créateur, à la fois tous les chefs-d'œuvre du monde, et l'on te sent profondément malrussien, quand en sous-texte de tes œuvres, mais in-texte aussi, partout le corps de l'art, grec et romain, partout la customisation ultra-contemporaine de Gabriel d'Estrée et de sa sœur, mais aussi de Prudhon, mais encore de Flandrin. Et puis, bien sûr, arrive aussi la miniature persane, celle redécouverte au début du XXe siècle, ses règles géométriques, cette palette ensorcelante de couleurs vives, le culte de la peinture chinoise, les visions de Samarcande, Takent, Bagdad, l'Iran actuel, l'éclat de la couleur dépourvu d'images, le sous-vertige de la réduction, l'espace poétique, l'absence délibérée d'ombre et de perspective, l'union du principe abstrait de l'ornementation et de la diffusion de la pensée. Il en ressort de grands formats où des figures masculines totémiques dialoguent avec des génies, des démons persans qui empruntent aussi au code graphique du cartoon malicieux. Dans l'aplat du travail, au premier plan, on voit la matière-lumière de tes hommes, tels des statues de l'île de Pâques, qui se mettraient à cousiner avec les corps tahitiens de Gauguin, soudain chromés, somptueux, somptuaires, somptuaires et somptueux, sur l'épaule desquels s'amusent des fées démonisées qui s'amusent du conformisme du monde en même temps qu'ils le dénoncent. Tes hommes sont magiques, tes hommes sont sacrés. Malraux l'a dit, l'art remplace la religion. Alors derrière l'ornement, au sud des œuvres, pour parler comme Starobinski, on voit l'ornement d'un art décoratif qui plante la scène, ton horizon, tes meubles, ta bibliothèque et tes auteurs, lus et aimés, lus et re-relus, comme dans un Hammershoy qui serait soudain passé à la couleur. Et puis partout des private jokes, comme les clémentines, joyeuses et rieuses dans la rondeur de soleils émogiques qui sont placés ici et là en hommage secret et doux à Clément. Alors, cher Alireza, on va repartir de là, des œuvres et du livre et des œuvres, ton dessin ample, généreux, engagé, traditionnel, en même temps qu'il est inscrit dans le contemporain le plus extrême, est un appel de paix, un appel d'universalisme, et il nous honore, il nous y enjoint. Ton oreille, motif cryptique crypté, piercé, et elle fut un moment moquée, écoute et entend, nous écoute et nous entend, activée par la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty. Alors Alireza, it's up to you. Merci beaucoup d'avoir accepté que nous discutions tous les deux aujourd'hui de ton travail, qui m'enchante.
je te propose peut-être que l'on reparte de cette question du cadre, c'est-à-dire les effets du multiculturalisme dans ton travail. Ensuite, on pourrait revenir sur le motif à la fois donc pris dans le grand bassin occidental qui se trouve comme enrichi par une redécouverte que tu fais des miniatures persanes, et ensuite un style, le tien, celui gigantesque, qui travaille le gigantisme dans la monumentalité, et que dans le même instant, aujourd'hui, tu es en train de revoir dans quelque chose de plus secret, enfermé dans ces boîtes qui évoquent tout ensemble le marocain des ministères, le secret et le trésor des joyaux et le luxe des bijoux. C'est à toi. Merci beaucoup, chère Agnès. Vraiment, c'est un grand plaisir d'avoir tout ce monde qui vient de vous sur mon parcours. Ici à Grand Palais, vraiment, je suis ému. Cet multiculturalisme, bien sûr, ça existe dans mon travail parce que à la fin, on vit dans un monde que tout est lié. En Iran, j'ai étudié l'histoire de l'art, mais l'histoire de l'art européen, jamais notre histoire de l'art. Donc quand je suis arrivé ici en Europe, je me trouvais de recréer des choses qui étaient déjà créées. Donc je me trouvais devant cette question, qu'est-ce que tu as de ton héritage culturel? Donc j'ai commencé à regarder miniatures perses. Que tu as redécouverte à quel moment? C'était le moment, je ne sais pas, je me suis dit vraiment qu'est-ce que je peux ajouter dans mon travail qui est tout basé sur l'histoire de l'art européen, le technique européen, qu'est-ce que je peux ajouter? Donc j'ai commencé à regarder, après la réponse c'était miniatures perses. Et c'était le premier moment que j'ai découvert, il y a une narration, présentation très joyeux, très coloreux, je ne sais pas, intéressant pour ajouter. Au contraire de cette toute complicité de représentation européenne. Les miniatures perses qui sont très plats, très simples, devant cette complicité de perspective européenne. C'était un peu comme mon expérience comme un Iranien quand j'ai rencontré mes modèles européens. C'était un peu comme si je peux inviter mes modèles dans un jardin persan, oui, et partager ce que j'ai vécu, partager mon propre histoire dans mon manière très plein, très simple, mais joyeux. Ce qui est amusant, c'est que donc ils sont posés sur l'épaule de tes amis, c'est-à-dire que voilà, ton grand héritage persan revient posé sur les épaules des hommes aimés ou des hommes en affection, et ils leur murmurent quelque chose à l'oreille. Oui, mais donc ce micro-dialogue, et ils sont minuscules. Oui, c'est un peu comme la représentation des anges qui sont parfois minuscules, au contraire de pouvoir qu'on peut imaginer pour les anges. Donc, non, c'était l'idée quand on est exilé, on recommence tout. Donc on prend la langue, on commence de pousser des racines. Donc je pense que c'est comme un plante tout petit qui commence à grandir. Donc c'était mon histoire, c'était moi, ce petit personnage qui est en train de parler avec une société assez grande, assez vaste, pour peut-être changer quelque chose, mais j'ai pas encore des codes, j'ai pas encore je parle encore de manière de parler. Mais aujourd'hui, heureusement, avec les boîtes, avec le mot guerre, malheureusement, j'ai découvert peut-être une langue plus universelle avec mémoire collective des Européens pour peut-être faire quelque chose pour la société où j'ai vécu aujourd'hui. Donc, sur cette question dont tu t'empares de
donc d'un figuralisme qui pourrait être réputé un peu traditionnel, et tu changes tous les codes d'un Oui. figuralisme en proposant quelque chose de très personnel, avec donc ces hommes en majesté avec lesquels on sent ta connivence, avec lesquels il y a quelque chose aussi de drôle, de doux, de tranquille. Oui. Est-ce que tu peux donc nous rappeler tout ce processus de création, Oui. le choix de tes modèles, comment ils posent, comment tu les photographies, puis comment ensuite tu les dessines pour finir d'une certaine manière, pour aller jusqu'à la peinture? Le choix d'un modèle, vraiment, c'était, je sais pas, c'est un sentiment d'avoir peur de perdre ce beauté que j'ai vu, la jeunesse, que en fait, la guerre, c'est une raison de perdre de tout ça. Et je ne sais pas, peut-être c'était les portraits de martyrs qui a marqué ce sentiment dans moi. J'ai eu toujours peur de perdre la jeunesse que je peux voir dans les visages de mes modèles. Donc, idéalement, c'était des gens qui sont à l'aise à partager cette image différente de clichés imposés par la tradition, par la religion, par la société sur les hommes. Donc, c'était pour ça que la majorité sont les personnes LGBT. Mais toujours, j'étais ouvert, j'ai jamais questionné l'identité sexuelle de mes modèles. C'était juste la question si quelqu'un est à l'aise de partager cette image sans défense devant les yeux des audiences, parce que j'imagine parfois c'est difficile de partager cette image très faible et sans défense. Donc, Mais il y a, c'est véritablement, je trouve, ce qui signe ton travail, c'est que, je le disais tout à l'heure, ils sont abandonnés parce qu'en confiance, dans le silence de ton atelier, en paix, tranquille, abandonnés, et ils posent là en nous offrant beaucoup de sérénité et avec la malice des petits génies posés sur l'épaule. Donc il y a à la fois beaucoup de sérénité, le caractère de corps ordinaires qui sont beaux, mais qui sont beaux dans leur caractère aussi ordinaire oui. de tous les jours. Est-ce que tu pourrais nous parler de cette esthétique du beau ordinaire qui, si je suis totalement honnête, est peut-être ce qui m'a touché le plus dans ton travail, c'est-à-dire que j'ai le sentiment en regardant tes œuvres que je vois une galerie d'amis, une cohorte d'amis qui sont là, qui posent en gentillesse, en tranquillité devant toi, et ils nous regardent droit dans les yeux. C'est un message de paix, d'universalité, de tolérance, et tranquille, et la nudité, loin de créer un choc quelconque, au contraire, participe de cette douceur et d'un cercle, d'un lien entre nous tous et toutes dans un milieu de dilection, d'amitié, d'amour. Est-ce que tu peux parler de ça? En fait, c'est intéressant parce que parfois, je ne suis pas sûr si... Bien sûr, il n'y a pas toute cette perfection imaginée par le média qu'on peut trouver dans mes modèles, mais parfois aussi il y a cette perfection. Oui. Par exemple, le corps de Sharrock, mais qui est tellement loin de la réalité. C'est un corps créé pour satisfaction de cette attente d'extérieur imposée par ce genre de personnes. Mais ce qui est important pour moi, c'est partager ce parti qu'on cache de majorité, des choses qu'on a pour cacher, des choses qu'on a, on le considère parfois comme un point pas trop fort pour partager. Et aussi, toujours c'est la question de contraste et changement de la narration. Parce que même des petits personnages sont les démons qui sont considérés comme les mauvais personnages, mais dans mon travail, il arrive comme les sauveurs. Il vient d'aider mes hommes, mes garçons, pour survivre la catastrophe qui l'attend. Que ce soit la réalité de sa vie, parfois
la réalité de guerre. Peut-être qu'on peut parler aussi dans cette figuration de la tienne propre, c'est-à-dire que de la question, ce que j'appellerais volontiers l'acte selfique, et comment tu fais ton autoportrait tous les 5 ans et donc tu t'inscris toi-même dans la cohorte. Cette question du dédoublement, elle est tout à fait intéressante et je crois qu'on la voit sur une des images, c'est-à-dire que tu te peins toi-même et te peignant toi-même, c'est à la fois pour jalonner et pour mettre une sorte de grande fresque historique à ton travail, on le voit ici, et aussi l'impression que tu rejoins la grande ronde de tes amis. C'est-à-dire que tu es à la fois bien sûr le peintre et celui qui a la main au dessin, et tu es aussi de l'autre côté avec eux le grand modèle. Est-ce que tu peux parler de cette expérience d'acte selfique qui moi aussi m'intéresse beaucoup dans la mesure où il y a quelque chose là aussi de très beau, dans la mesure où toi aussi tu t'abandonnes à l'acte selfique et tu t'abandonnes avec eux. Parce qu'en fait, tout a commencé par autoportrait. C'est le premier geste, c'est un autoportrait. C'était de revivre le moment qui était très dur à penser à certains moments. La première fois que j'ai fait un autoportrait, c'était sur l'histoire d'un jeune garçon de 20 ans, il s'appelle aussi Ali Reza, qui était tué dans sa maison pendant une rencontre sexuelle à Téhéran. Donc pour moi, c'était trop dur, trop lourd à vivre ce moment. Donc avec un autoportrait, j'ai essayé de revivre ce moment et trouver la solution et la réponse. Pour trouver une manière de juste arrêter de penser et repenser à un moment isolé, sans réponse. Donc, mais après, la tradition de chaque 5 ans, ça était arrivé après l'exil. Oui. Premier autoportrait après l'exil, c'était à Beyrouth, à l'âge de 30 ans. Et deuxième, 35 ans à Paris. Et la prochaine, j'espère que ça va être pour 40 ans. Et je pense que chaque chiffre, ça me donne tellement de changements d'idées, aussi l'apport de ce qui va arriver. Parce que chaque quelques années, tout était changé. Je me suis dit, 5 ans avant, j'étais en Iran, sans savoir que je vais finir à Paris. Après quelques années, j'étais au Liban. Aujourd'hui, à Paris. Et je ne sais pas qu'est-ce qui va venir la prochaine. Donc, c'est une manière de jalonner ton travail et aussi ton parcours artistique en tous les 5 ans, te posant... Et aussi documenter toutes mes histoires personnelles avec des objets de ma vie quotidienne. Oui. Les livres que j'ai lus. Mais dans le deuxième, par exemple, c'était un essai de m'intégrer dans le contexte européen. J'ai voulu portrait un jeune homme français à côté de moi pour exposer cet contraste de sentiment de quelqu'un qui est chez lui et quelqu'un qui est en exil. Mm-hmm. C'est ici qu'on peut trouver la douceur et tranquillité qu'on peut voir dans la personne à côté de moi et tout ce sentiment de, je ne sais pas, peut-être c'est la tristesse dans mon visage. Oui, je ne sais pas si c'est la tristesse, mais tout à l'heure j'employais le terme de mélancolie. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose de très mélancolique dans ton travail. Quand je dis mélancolie, je pense au très beau travail de Jean Starobinski qui parle de l'encre de la mélancolie. Et je me suis dit, ta mélancolie était certainement une mélancolie peut-être personnelle de ton caractère, mais aussi cette mélancolie qui est issue fatalement de tout ce qui a à voir avec la diaspora, les exils diasporiques, les migrations, cette question du déracinement. Je te sens en joie, mais sur ce fond de réserve et aussi de mélancolie, sans qu'elle ne rende triste, mais elle flotte un petit peu en subtexte partout. Et tes modèles aussi sont ainsi reposés, mais peut-être avec
un soupçon de mélancolie sous la paupière. Qu'en dis-tu? Est-ce que tu retiens tristesse ou est-ce que mélancolie te va bien? Ou ça ne te va pas du tout? Je ne peux pas dire non, en fait, parce qu'à la fin, le résultat, c'est un objet qui va être accroché chez quelqu'un, quelqu'un qui a besoin de vivre avec cette image. Et nécessairement, je ne veux pas partager toute cette tristesse que j'ai essayé de capturer dans les images. Parce que celui qui est sur la couverture de livre, le titre ne dit rien à un moment, c'est le dernier mot. Un jeune homme qui était un prisonnier en Iran a été exécuté. Donc, moi, j'ai documenté cette tristesse que j'étais forcé de le vivre. Donc, mais à la fin, avec un clémentine, avec le douceur de tissu, je pense que tout est tourné vers une mélancolie une mélancolie joyeuse, oui, et pleine d'espoir. Oui. Et pleine d'espoir. Peut-être, je ne sais pas quelle heure il est, si on a encore on a le temps. 16h55. On doit s'arrêter. Alors, peut-être une dernière question qui m'intéresse parce qu'elle est directement en lien avec ce que l'on peut voir sur le stand de la galerie. C'est l'historien Jacques Revel qui parle très souvent des jeux d'échelle. Qu'est-ce qu'il veut dire par jeu d'échelle? Il veut dire les rapports entre le micro et le macro. Et il me semble que c'est quelque chose qui intervient de façon très intéressante dans ton travail, c'est-à-dire à la fois le gigantisme, je l'ai dit, fresquiste, de colosses ou non colosses qui sont collés en plein dans ton travail, à la fois le micro de la miniature persane, donc on pourrait dire le macro, le micro de la miniature persane, et voilà que tu nous proposes un nouveau micro qui est ce micro du grand que tu encapsules dans ces boîtes rouges qui produisent un effet très, très saisissant, qui ont à voir avec la question du secret, du sacré, de la diplomatie et aussi du ministère de la Guerre. Est-ce que tu peux nous expliquer cette dernière transformation, métamorphose de son travail, qui sera le moyen pour nous peut-être d'engager la conversation avec le public? En fait, c'est des boîtes sont créées pour la foire, et j'ai imaginé ça va être exposé dans un endroit énorme, un grand palais. Je me suis dit, il faut être quelque chose, il faut faire quelque chose suffisamment visible et attirant pour ne pas être perdu entre toutes les autres images. Donc j'imagine c'est parfois à la base de l'endroit, cette décision, et aussi la possibilité qu'un artiste peut avoir. Parfois, on a la liberté d'avoir un atelier, grand atelier, ou même financement de faire une œuvre gigantesque, mais parfois, on est tout seul, limité dans un petit endroit qu'on peut faire que des petits formats. Donc, je pense que ça change par mon expérience de vie et aussi des opportunités que je peux avoir. Donc c'est pour ça que j'imagine, sinon pour moi l'idéal c'est faire des choses plus grandes que possible, parce que c'est beaucoup plus puissant. Mm-hmm. J'imagine quand on voit une œuvre que même on a le sentiment qu'on peut entrer dans cette œuvre, c'est beaucoup plus puissant que peut-être parfois les petits formats. Donc là, je parlais tout à l'heure du vertige de la réduction dont parle Faucillon quand il parle des miniatures occidentales. C'est ça, tu nous proposes un vertige de la réduction, c'est-à-dire que tu fais rentrer dans la boîte Charrock, immense, oui. Avec donc, voilà, sa musculature saillante, etc. Tu le fais rentrer dans la boîte, il y a quelque chose qui est de l'ordre du jeu aussi. Tu continues de t'amuser de cela en mettant voilà, des hommes grands et immenses, tu les encapsules et tu reconstitues quelque chose qui a à voir avec le bijou, avec l'art décoratif aussi, quelque chose
de ce motif-là qui est très intéressant et qui crée la surprise. Est-ce que tu peux Et y en fait, ce revenir qui un peu était plus? intéressant pour moi, c'est la représentation d'un sujet comme guerre dans cette boîte rouge dorée avec les matériaux tellement délicats, le velours, qui est tellement loin de la réalité du sujet. Donc, je pensais peut-être c'est pour ça que parfois on oublie que c'est quoi la réalité de la guerre. Même l'imagerie qui vient de la couverture de magazine Pays de France, période de Première Guerre mondiale, l'image c'est énormément attirant, mais à l'intérieur il n'y a que des images de villes bombardées et familles disparues. Donc je voulais utiliser des codes qui sont enregistrés dans la mémoire collective de la société qui va le voir, que ce soit par les médailles, par bijoux, la vie de luxe, pour partager mon histoire, pour partager l'histoire de mes garçons qui sont cachés dans ce boîte, parce que ce qui était intéressant l'année dernière dans la foire, j'ai remarqué qu'il y a des gens qui ne sont pas nécessairement à l'aise à regarder un corps masculin dénudé, à l'aise, en sensibilité. Mais aujourd'hui, j'ai découvert qu'avec le mot guerre, j'ai attiré des gens qui n'étaient jamais mes audiences. Et ça me donne la possibilité de parler, d'ouvrir une discussion avec des gens qui ne sont pas nécessairement mes audiences. C'est un peu comme le vendre des produits de maquillage en changement de la représentation, en changement de boîte ou le nom. D'accord. Voilà. D'accord.